Eh bien, bonjour tout le monde, je suis Arnaud Edouin, je suis le conférencier pour aujourd'hui. Je vais vous parler de Edvard Munch, le peintre norvégien. Cette visioconférence vous est proposée par intermède. J'espère que tout va bien pour vous, que vous m'entendez correctement, qu'il n'y a pas de problème technique, hein, et dans ces conditions, hein, si tout va bien, eh bien, on va pouvoir commencer et se pencher sur l'œuvre ainsi que la vie parfois tumultueuse de ce peintre Edvard Munch. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je vais le prononcer le nom à la française, Munch, sachant qu'en norvégien, c'est plutôt Munch que l'on dit, hein, mais voilà, l'usage est passé, on prononce Edvard Munch. Et vous savez sans doute, hein, qu'il bénéficie, ce peintre, d'une superbe exposition dans le musée d'Orsay qui a ouvert quelques mois, qui va encore être ouverte et disponible pendant quelques semaines. Et donc, c'est en concomitance avec cette actualité que cette visioconférence vous est proposée aujourd'hui. Donc, Edvard Munch, hein, est né en 1863, il est mort en 1944, et donc il a une existence assez longue qui va couvrir la fin du 19e siècle, avec les soubresauts artistiques que la Norvège connaît à cette époque, et une bonne partie, la majeure partie de la première moitié du 20e siècle, qui, là aussi, va mettre cet artiste aux prises avec à la fois les évolutions artistiques de son propre pays, mais également, hein, des grands courants qui animent l'Europe, et également, hein, va le mettre, hein, directement au contact avec les grandes évolutions politiques de son propre pays, ainsi que la conflagration de la Deuxième Guerre mondiale, dont il subira, hein, les conséquences en Norvège. Alors pour commencer, voici déjà une photo du personnage, hein, un personnage assez imposant, hein, physiquement. Il était pratiquement un géant, pas loin, hein, du mètre 90, toujours avec un air maussade, hein, qui portera, hein, qui sera une de ces marques de fabrique, hein, que vous voyez en détail sur cette photo. Photo non datée, hein, de Edvard Munch, prise en hiver en jardin, peut-être chez lui, hein, à Oslo. Et j'ai rajouté également, hein, la signature de cet artiste qui apparaît sur la grande majorité de ses tableaux, ainsi que ses gravures et lithographies. C'est un artiste, hein, qui avait plusieurs cordes à son arc. Alors, avant toute chose, hein, Munch, il est essentiellement connu, hein, à travers le monde, pour un tableau, une œuvre essentielle qui fait que c'est un artiste qui est connu à travers elle, mais qui est méconnu derrière elle parce que cette icône, hein, le cri, qui va connaître sa première version en 1893, va être en quelque sorte l'arbre qui va cacher la forêt, hein, c'est-à-dire que la plupart des connaissances que nous avons de cet artiste se limitent à ce tableau qui est aujourd'hui, hein, reconnu comme un des tableaux les plus célèbres, hein, de la peinture occidentale, en tant qu'illustration la plus aboutie de l'angoisse existentielle de l'homme moderne. Donc, puisque c'est le tableau, hein, qui, en quelque sorte, est l'arbre qui cache la forêt de l'œuvre de Munch, autant lui faire un sort dès maintenant, en intro de cette visioconférence, pour ensuite, hein, revenir, je dirais, détaché et plus l'esprit plus serein sur son histoire et sur l'évolution de sa carrière artistique. Donc, hein, tout d'abord, il faut signaler que le cri que vous avez très certainement déjà en tête n'est pas un tableau qui est sorti comme ça, tout casqué, hein, de la cuisse de Edvard Munch. Il y a des œuvres qui amènent ce tableau, tel que celui que vous voyez actuellement sur votre écran, nommé Désespoir, qui se trouve dans une galerie, à la galerie Thiel à Stockholm, et qui est un des tableaux que vous pouvez notamment apercevoir dans l'exposition à Orsay en ce moment à Paris. C'est un tableau qui a été peint par Munch en 1892, donc un an avant le cri, 1893, je vous le rappelle,
à une époque où Munch séjourne en France. C'est la fin de son séjour en France. Et il a peint cette œuvre à l'occasion d'un séjour qu'il a accompli sur la Côte d'Azur, à Nice très exactement. Il était accueilli et recevait l'hospitalité d'un confrère et d'un compatriote en la personne de Christian Skretzig. Donc ce tableau, hein, on le voit, est précurseur du cri à travers la représentation du fjord d'Oslo, ce ciel enflammé, cette circulation, hein, ce couloir d'accès que l'on voit sur la gauche et qui dessine une très forte oblique, et les personnages que l'on voit, hein, un homme seul, un couple un peu plus loin, aux identités à peine ébauchées. Hein, c'est vraiment une toile qui est précurseur du cri. Hein. Le cri, le voici, en tout cas l'une des 5 versions qui existent encore à ce jour. Skrik, c'est le nom en norvégien. Hein, évidemment, le nom a été traduit dans la plupart des langues mondiales. Donc c'est un tableau à l'huile sur carton avec des trempes et pastels. Il est de petite dimension, d'assez petite dimension. On est toujours un peu surpris quand on peut enfin admirer ce tableau, quand on va dans les musées où l'une de ces versions est exposée, hein, puisqu'il fait à peine 91 cm de hauteur sur 73 de large. Et donc, il est d'assez petite dimension, malgré l'aura internationale immense que cette œuvre a pu avoir depuis qu'elle a été présentée au public en 1893. Alors, la version que vous voyez, hein, c'est la version qui est la plus célèbre, qui se trouve dans la Galerie nationale d'Oslo, hein, qui est le grand musée des beaux-arts de la capitale norvégienne. Et vous retrouvez, hein, les éléments que je vous exposais dans le tableau précédent, à savoir ce ciel enflammé, le fjord d'Oslo, avec une ligne assez caractéristique, la rambarde de promenade en oblique sur la gauche et les groupes de personnages. Ici, hein, la version change par rapport au tableau précédent, c'est que le personnage au premier plan est tourné vers nous. Vous voyez, il est coupé en plan américain. Il est comme tordu, distordu, hein, pris comme un élément de la nature. Le visage est tordu également, il est pris dans une terrible angoisse. Et c'est cette œuvre-là, hein, cette forme-là, qui va frapper les consciences de toutes les personnes qui apercevront, hein, ce tableau sous quelque version que ce soit. Alors, hein, ce que nous dit Munch, c'est que ce tableau, hein, il ne l'a pas véritablement considéré comme une œuvre qui serait sortie directement de son esprit, hein, je vous l'ai dit, dans la mesure où eh bien, différents éléments vont amener, hein, à la création de cette œuvre. En particulier, hein, on a pensé pendant longtemps que ce qui a amené la formation de ce ciel, hein, c'est exactement une éruption volcanique qui aurait eu lieu quelques années plus tôt en Indonésie, avec l'éruption du volcan le Krakatoa en août 1883. Ça signifie une dizaine d'années avant, hein, la réalisation de ce travaux, ou même un peu moins, hein, si on considère les œuvres qui ont amené, hein, la réalisation du cri. Un grand volcan, grande éruption volcanique dont le panache de cendres serait élevé dans la haute atmosphère, aurait fait plusieurs fois avec les vents dominants le tour de la Terre et aurait donc créé des phénomènes atmosphériques assez extraordinaires en différents endroits de la planète, là où ce tableau, ce nuage aurait été visible. Hein. Donc, voici ce que nous dit Munch en rapport avec cette éruption volcanique. Il nous dit notamment, Munch, et là c'est important, c'est une citation, un extrait de son propre journal de 1883, « Je me promenais sur un sentier avec 2 amis, le soleil se couchait, et tout d'un coup le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent,
et j'y restais tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui se passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Et donc, voilà, cette citation est très intéressante puisque on voit décrit exactement à travers les propres mots de Munch son propre tableau. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il inscrit dans son journal, l'expérience individuelle, l'expérience psychologique qu'il a vécue à Oslo en 1883, va attendre à peu près une dizaine d'années pour être traduite dans la peinture. Et on peut vraiment faire un décalque très net, très propre, entre les propres mots issus du journal de Munch et ce tableau de 1893. Mais la citation n'est pas terminée. Parce que en 1895, à l'occasion de la reproduction en lithographie du cri, voici ce que nous dit Munch encore en rapport avec ce tableau. Seul, tremblant d'angoisse, je pris conscience du grand cri infini de la nature. Et ça, j'insiste sur cette deuxième citation de Munch, et je le rappelle, ce sont encore ses propres mots, parce que ce que nous dit Munch là, c'est que le cri, c'est celui de la nature. C'est pas forcément celui auquel on pense immédiatement, à savoir celui de l'être humain que l'on voit au premier rang de cette œuvre. C'est la nature qui crie et dont la résonance amène cet état psychologique d'angoisse sur l'individu représenté. Et on voit en quoi, donc, dans la conception que Munch a, ce qu'il veut rendre à travers ces tableaux, eh bien, c'est les perceptions, les émotions, des affects, des stimuli sur la psychologie individuelle. En quelque sorte, on est déjà là dans une peinture un peu symboliste. Je reviens sur cette diapositive maintenant et vous voyez, regardez en haut à droite de cette diapositive, c'est une photo qui a été faite récemment. On appelle ce phénomène des nuages nacrés qui apparaissent assez rarement, mais qui apparaissent quand même de manière assez récurrente, assez régulière dans la haute atmosphère, où l'on voit donc des traînées rougeâtres, similaires à celles que l'on voit sur le tableau de Munch. Et les météorologues savent aujourd'hui interpréter ce type de phénomène à travers les nuages comme étant lié à la présence de cendres volcaniques en haute atmosphère. En quelque sorte, donc, on voit tous les faisceaux d'indices qui se ramènent vers cette hypothèse qui était la première, à savoir que c'est une éruption volcanique en Indonésie qui aurait amené Munch à réaliser cette œuvre très célèbre. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs versions de ce cri qui existent. En voici quelques-unes autres. En particulier, en bas à gauche, un pastel qui aurait été la première version travaillée par Munch dans la volonté de montrer cette thématique. Vous avez en bas et à droite, là, une version de 1910, donc beaucoup plus tardive, celle qui a été volée, on en a entendu parler à Oslo, de ce vol rocambolesque en 2004. Il y a 2 tableaux du musée Munch qui avaient été volés par des cambrioleurs qui n'avaient peur de rien. Ce tableau très célèbre et un autre chef-d'œuvre de Munch, à savoir la Madone. Heureusement, ils ont été récupérés en 2007. Mais une autre version, c'est celle de 1895 au pastel sur carton, qui était la dernière version possédée par un particulier, donc dans une collection particulière, et qui a été vendue, c'était un record à l'époque, près de 120 millions de dollars en 2012. Ce qui avait fait de Munch à l'époque le peintre qui avait l'œuvre la plus chère au monde, en l'occurrence cette version du cri. Mais comme je vous l'ai dit, le cri a très loin, a dépassé très vite la seule personne de Munch. Elle a été, je dirais, cette œuvre adoptée dans la culture internationale. Et Munch y a contribué en démultipliant les versions et les apparitions de cette forme, ce visage tordu par l'angoisse, sous forme de lithographie dès 1895 ou sous forme de gravure où seuls quelques éléments peuvent apparaître, comme vous le voyez ici sur la gauche.
sur la droite, pardon. Sur la gauche, sur cette lithographie, peut-être est-ce trop petit pour que vous puissiez le lire. C'est une lithographie de 1895 qui a été réalisée en Allemagne. On voit donc le nom de l'œuvre directement sous le personnage et en petits caractères, tout en bas de cette lithographie, eh bien, il y a la mention der Schrei der Natur en allemand, le cri de la nature, qui est encore là pour nous rappeler que le cri n'est peut-être pas celui de l'être humain, même si aujourd'hui c'est essentiellement comme ça que l'on perçoit cette œuvre, mais dans l'esprit de Munch, le cri était d'abord celui de la nature qui se répercute sur l'homme, l'individu qui est là pour l'entendre et pour le ressentir. Donc, à partir de là, je vous l'ai dit, l'œuvre est rentrée, a obtenu un statut d'icône, et aujourd'hui, l'œuvre inspire ou est déclinée à travers de très nombreuses représentations. L'une des plus célèbres tout récemment, ça a été Le Masque de ce film d'horreur qui a connu un succès international dès 1996, un film de Wes Craven. Le tueur de ce film d'horreur portait un masque, vous le voyez ici sur cette photo de gauche, directement inspiré par le cri de Munch. Mais en dehors de ça, les conjugaisons sont innombrables. Je vous en ai mis quelques-unes là, alors certaines sous forme satirique avec ce Mickey là en haut et à gauche. Une œuvre d'actualité, vous le voyez avec l'épidémie de Covid en haut et à droite. En émoji aussi, l'émoji symbolisant l'angoisse ou la peur est inspiré par le cri de Munch, ou regardez, l'angoisse nucléaire peut aussi reprendre quelques éléments de motifs de l'œuvre de Edvard Munch. Donc quelque chose qui est vraiment devenu aujourd'hui universel, quelles que soient les classes d'âge, quelles que soient les classes sociales, quels que soient les pays, c'est une œuvre maintenant qui fait partie du patrimoine mondial. Et cette œuvre est aujourd'hui celle qui est tellement connue et tellement associée à Munch que ce qu'il y a derrière lui est souvent méconnu. C'est pour ça qu'on parle de Munch comme un peintre à la fois connu par un tableau, mais méconnu pour tout le reste. Et c'est tout ce reste-là que nous allons donc apercevoir ensemble à partir de maintenant. Et on va commencer donc par aller voir la biographie de Munch et en particulier ses origines familiales. Donc une famille norvégienne, plutôt de la bourgeoisie. Il est né à Tølen en 1863, Munch, au nord d'Oslo, mais assez rapidement, la famille déménage à Oslo. Son père, Christian, que vous voyez ici à gauche, est un médecin militaire. C'est un croyant très pieux qui est actif dans les œuvres sociales et notamment fera beaucoup de bienfaisance pour les nécessiteux. Donc quelqu'un de très profondément épris de foi chrétienne, luthérienne. On est en Norvège et dans ce pays, évidemment, c'est plutôt la version luthérienne de la chrétienté qui est la plus suivie par la population locale, je dirais. Et puis, vous voyez également sur cette diapositive, à droite, sa mère, Laura, qui, vous le voyez déjà, décédera de manière assez précoce en 1868. Elle tombera malade et succombera de la tuberculose, un véritable fléau à l'époque. Mais en tout cas, sur cette photo, vous la voyez avec les 5 enfants de la famille, Sophie en haut et à gauche, Edvard en haut et à droite, c'est celui qui est directement à droite de sa mère. Et puis au premier plan, les 3 derniers enfants, Andreas, Inger, la petite dernière qui est sur les genoux de sa mère, et Laura, la sœur cadette, l'autre sœur cadette de Edvard Munch. Alors ce que je vous disais, c'est que la famille s'installe à Oslo.
voici dans un appartement, et voici une photographie de l'appartement de la famille Munch à Oslo. Donc on n'est pas dans le centre-ville, mais on n'est pas non plus dans la banlieue très éloignée. Et donc le père a son cabinet médical, il fait régulièrement des tournées auprès de la population ouvrière, la population pauvre, et ne fait pas payer ses soins. Il donc fait œuvre par là de bienfaisance. Et donc c'est à Oslo, dans cet appartement, que Munch et ses frères et sœurs vont connaître leur enfance. Une enfance qui aurait pu être heureuse, malheureusement, le destin va à plusieurs reprises, va frapper la famille, va l'endeuiller, à commencer par la mère et puis une sœur également de Munch, la mère, puis Sophie, sa sœur aînée, vont l'une et l'autre vont succomber à la maladie de la tuberculose, maladie pulmonaire qui est contagieuse et qui est, je dirais, assez assez répandu et un véritable fléau social à l'époque et qui est synonyme d'insalubrité, de manque d'hygiène dans l'urbanisme, mais également d'une certaine forme de paupérisation de la population. Il faut bien imaginer que la Norvège à l'époque et sa capitale, Oslo, est très très loin des standards que l'on connaît aujourd'hui. La Norvège est aujourd'hui l'un des pays, l'un des États les plus riches au monde. On en est très très loin à la fin du 19e siècle. C'est au contraire une des régions les plus pauvres d'Europe. Il y a énormément d'émigration de Norvège avec des gens qui partent vers l'Amérique du Nord ou vers l'Australie. Et les gens qui restent, évidemment, connaissent des conditions de vie assez pitoyables. C'est un pays qui n'est pas indépendant, d'ailleurs. La Norvège n'obtiendra son indépendance qu'en 1905. Et c'est à cette occasion que la capitale, Oslo, celle qu'on appelle aujourd'hui Oslo, retrouvera son nom d'origine et laissera donc le nom qui lui avait été donné pendant la domination danoise, à savoir Christiania. Donc, si vous consultez différents documents de l'époque, ou même des ouvrages ou des articles consacrés à l'histoire de la Norvège, il est régulièrement mentionné, non pas la ville d'Oslo, mais la ville de Christiania. Ce sont les deux mêmes. Oslo va récupérer son nom d'origine après l'indépendance qui est venue en 1905. En tout cas, les drames que Munch va connaître vont avoir un impact très profond et durable sur sa psychologie, et cela, ces deuils dont il ne trouvera jamais la résolution complète, vont l'accompagner tout au long de sa vie, et cela, bien sûr, va rejaillir dans un certain nombre de ses tableaux. Alors, le cri, par exemple, avec cette angoisse, en est un exemple. Mais le premier, en tout cas celui par lequel Munch va se faire connaître, celui par lequel le scandale va arriver, c'est celui que je vous présente actuellement en diapositive, appelé l'enfant malade. Il va y en exister plusieurs versions, Munch va en faire plusieurs versions. Je vous présente la première en 1885-86, qui est au Musée national à Oslo. Et donc, c'est très certainement sa propre sœur que l'on voit ici dans ce tableau, à gauche, dans son lit mortuaire, avec à sa droite sa mère, ou en tout cas une gouvernante, éplorée et déjà pratiquement en deuil. Et ce tableau va faire un véritable scandale à l'époque, et Munch va être rapidement connu sur le marché de l'art d'Oslo, bien que pas forcément accepté par la morale bourgeoise de l'époque. Ce qui va faire scandale, c'est pas le sujet lui-même, que le caractère non fini du tableau lui-même, très très loin du caractère léché auquel était habitué le public et le marché de l'art à l'époque. Type de scandale qu'avaient connu exactement les impressionnistes en même temps quand ils apparaissaient sur le marché en France, une décennie plus tôt.
Autre tableau hein, qui témoigne eh bien, des problèmes de deuil non résolus chez Munch. Plus tardivement, on est en 1895, ce tableau se trouve à Bergen, c'est le lit de mort, et l'on voit donc la famille réunie sur la droite, au-dessus d'un personnage, peut-être encore une fois la sœur de Munch, sa sœur aînée, Sophie, dans un linceul, et les différents membres de la famille sont représentés ici, hein, dans des poses où ils sont refermés sur eux. C'est exactement hein, celle du père que l'on voit là au deuxième plan, ou les sœurs de Munch qui ont des teintes carrément déjà cadavériques. Donc vraiment pas un tableau qui respire la joie de vivre, et cela est un bon renseignement sur la tournure d'esprit hein, d'Edvard, qui n'aura donc jamais la véritable paix hein, suite à ces décès qui ont marqué sa prime jeunesse. Mais hein, tout n'est pas noir non plus dans la vie de Munch, et c'est dans la personnalité de sa sœur cadette, Inger, que Munch va trouver du réconfort. Hein, elle sera pour lui un véritable soutien tout au long de sa vie. Elle sera même sa première muse, un modèle fréquent dans ses tableaux. Inger, qui décédera hein, quelques années après lui, et qui, Munch, hein, va décéder en 1944. Elle sera en quelque sorte hein, l'exécutrice testamentaire de Munch. Notamment, elle aura la garde sur les très nombreux écrits hein, que Munch aura composés tout au long de son existence. Donc, je vous l'ai dit, Inger hein, a servi de modèle à Munch. On la voit notamment là sur ce tableau de 1889 sur la plage à Argerstrand, j'en vous parlerai, ou on la voit ici sur la droite qui prend la pose avec son frère dans une photographie hein, qui doit dater très certainement de la fin des années 1880. Inger, donc plusieurs fois peinte par Munch, alors toujours magnifiée, hein, on sent vraiment l'admiration que Munch avait pour sa sœur, hein, notamment dans ce superbe tableau de 1884, hein, Inger en noir avec cette robe hein, noire qui rappelle encore une fois le deuil que la famille avait connu à plusieurs reprises, ou sous cette version hein, de 1892, Inger en noir et en violet, c'est lié à cette robe où là, elle apparaît de manière très hiératique. Vous noterez hein, sur ce tableau qui se trouve à Oslo quelque chose d'assez fréquent hein, dans le travail de Munch, c'est-à-dire que les arrière-plans voyez, sont très grossièrement et très rapidement esquissés avec des coups nerveux de brosse ici qu'on devine verticaux. Hein, de manière à donner une perspective, un cadre dans lequel les personnages vont pouvoir s'intégrer, mais c'est à peu près tout. Hein. L'essentiel du travail et de l'inspiration de Munch, c'est sur les personnages représentés. Le cadre, le décor, pour lui, est quelque chose de très secondaire. On le voit ici. Alors, c'est un peintre hein, qui va assez rapidement s'affirmer hein, dès les années 80, dès les années 1880. Hein. Munch va commencer à réaliser quelques tableaux. Hein, donc, il a à peine une vingtaine d'années. Il sait que c'est l'activité qu'il veut faire au cours de sa vie. Il veut devenir peintre professionnel. Et les premiers tableaux de Munch sont très, très loin hein, de l'œuvre que l'on connaît de lui. En quelque sorte, hein, il s'inscrit dans les grands courants hein, de son époque, c'est-à-dire une peinture norvégienne qui s'attache à rendre compte, avec un souci réaliste, eh bien, de l'environnement, hein, en particulier avec ce tableau où l'on voit donc un paysage hein, de la région à l'ouest d'Oslo, un tableau de 1881, donc qui est très précoce, ou même des personnages hein, qui sont traités dans une veine réaliste, telle que cette jeune fille sur son lit, à sa toilette, déjà peut-être un peu mélancolique à travers cette pose que Munch lui donne, et surtout ce regard jeté à travers une fenêtre hors champ, comme si hein, la liberté et le salut étaient déjà inatteignables. Donc un tableau de 1884. Mais Munch s'intéresse aux personnages, je vous l'ai dit.
On voit notamment un des rares portraits où Munch dépeint son propre père dans le salon familial, le père en train de lire le journal. Là, cette fois-ci, vous voyez, c'est un tableau précoce. Munch s'intéresse au décor, à l'environnement, choses qui disparaîtront par la suite. Et donc là, le personnage du père est pris dans l'appartement privé. Ou déjà un autoportrait en 1882. Munch réalisera de très nombreux autoportraits, que ce soit sous forme de peinture ou sous l'aspect de photographie, dont il deviendra amateur à partir de la fin des années 1890. Donc un autoportrait, on le voit sage, là, vous voyez, la vie lui sourit, le regard est franc, posé, il n'est pas encore touché par les grands tourments psychologiques qui seront les siens et qui seront visibles à travers ces toiles quelques années plus tard. En tout cas, il va faire une rencontre très importante dans ses années de jeunesse, de formation à Oslo, notamment en 1884. Il va rencontrer Hans Jaeger, que vous voyez ici sur cette image, un portrait de Sven Jørgensen. Et Hans Jaeger était en quelque sorte le chef de file d'une mouvance littéraire, artistique de Oslo, qu'on appelait la Bohème, en référence directe avec la Bohème parisienne. Et ces jeunes artistes menés par Hans Jaeger essayaient de donner des grands coups de pied dans le conformisme bourgeois, la morale académique qui empreignait comme une chape de plomb la société norvégienne de la fin du 19e siècle. Ce sont des jeunes en rupture de banc qui veulent accomplir une percée moderne pour sortir des sentiers déjà trop battus. Et donc Hans Jaeger est l'un de ces meneurs, de ces chefs de file. Ce n'était pas un peintre, mais plutôt un écrivain, un critique d'art que vous voyez ici représenté à travers ce tableau. Et donc c'est lui qui va introduire Munch dans les courants intellectuels, artistiques de son temps et le sortir en quelque sorte de l'académisme dans lequel Munch avait trempé depuis les années 1880. Munch n'avait pas même reçu de formation académique aux Beaux-Arts à proprement parler, et donc il était ouvert en quelque sorte à toutes les influences et ouvert à toutes les rencontres. Hans Jaeger, il en fera lui-même une œuvre, un portrait que vous voyez ici en 1889, encore une fois associé à l'alcool, Hans Jaeger avec ce verre vide posé sur cette table, et verre que l'on retrouve sur le tableau précédent. 1885, c'est le moment aussi où Munch va pouvoir faire un premier séjour à Paris, puisque dans cette Norvège de la fin du 19e siècle, l'influence et l'aura de l'avant-garde parisienne agitent énormément les jeunes Norvégiens et excitent leurs esprits. Il faut aller à Paris pour connaître l'atmosphère parisienne et se frotter aux grands noms qui sont actifs là-bas. En attendant d'y aller et d'y séjourner véritablement, Munch gravite dans cette bohème d'Oslo et fréquente notamment sur l'avenue Karl Johan, qui est l'équivalent des Champs-Élysées parisiens, ce grand hôtel que vous voyez sur cette carte postale figurée à droite, où la bohème norvégienne a l'habitude de se retrouver. Et que Munch va dépeindre à plusieurs reprises, notamment, regardez, à travers ce croquis de 1895. Femmes, hommes, tout le monde se rencontre, discute des dernières tendances politiques, discute des grands courants artistiques, et c'est vraiment un milieu où l'émulation est très importante, et ça va jouer un rôle capital dans la formation artistique d'Edvard Munch. Il fera la rencontre notamment de Christian Krogh, qui sera en quelque sorte son maître en peinture. Christian Krogh qui est méconnu par rapport à Munch, mais qui est un artiste norvégien très important pour la fin du 19e siècle, notamment à travers ici, je vous montre un de ses tableaux célèbres, La vieille femme coupant le pain. Krogh est vraiment installé dans une veine plutôt sociale. Il s'attache à montrer les conditions de vie des milieux populaires, des milieux ouvriers, pour dénoncer les conditions de vie qui sont les leurs, la misère et l'injustice sociale.
hein. Notamment, c'est visible à travers un deuxième tableau que je vous montre de Krog, Albertine ici, hein, qui est une prostituée et qui est dans la salle d'attente du médecin pour faire une visite médicale supervisée par la police. Hein. Et les Osloïtes, hein, à l'époque de Munch, c'est vraiment, il faut bien le comprendre, hein, on est du milieu la bohème où ils critiquent, ils veulent la révolution intellectuelle, artistique, et de l'autre, hein, on est plutôt un milieu bourgeois, très conformisme, dont on peut avoir quelques images, notamment à travers des photos volées par un étudiant de Oslo de l'époque, hein, Frédéric Stormer, qui avait, comme un espion, adapté une petite caméra sur sa veste et incognito, se promenant dans les rues d'Oslo, il pouvait prendre en photographie eh bien, les passants qu'il croisait, comme sur les deux exemples que je vous montre. Alors, Munch, hein, ne va pas rester, hein, toute sa vie à Oslo, même si le milieu de la bohème de Oslo est plutôt un encouragement pour lui. Il sent bien qu'il doit aller à l'étranger pour parvenir à exprimer, à libérer sa propre créativité. Et donc, il va aller à plusieurs reprises à Paris. Il y séjournera de 1889 à 92, même s'il reviendra régulièrement à Oslo et même avec des séjours au Danemark. Et puis à partir de 1893, c'est en Allemagne, hein, que Munch ira. Et la décennie 1890, hein, sera pour Munch, je dirais, la plus importante pour lui. C'est celle où il sera le plus créatif et où ses principaux chefs-d'œuvre, hein, seront créés. En particulier, donc, je vous le rappelle, 1893, c'est la date de création de ce fameux cri. Alors, tentation de l'étranger? Eh bien, tout d'abord, parce qu'il y a des peintres norvégiens qui sont déjà installés à l'étranger, à Paris, ou même d'autres en Allemagne, et donc qui font écho de ce qui se passe là-bas, et cela attire les jeunes artistes norvégiens, dont Munch. Le premier de ces artistes norvégiens établis en France, c'est Fritz Tolo, dont je vous montre ici deux toiles, hein, une au musée des Beaux-Arts de Rouen, une autre au musée Pouchkine de Moscou, où on voit donc le boulevard de la Madeleine à Paris. Hein. Et donc, c'est attiré par cela que Munch fera le passage, ira à Paris. Et puis la Norvège, hein, la Scandinavie, n'est pas un lieu inconnu également pour les peintres parisiens. J'ouvre là une petite parenthèse, puisque en 1895, notamment, Claude Monet séjournera en Norvège pendant quelques mois. Il réalisera sur place un nombre de toiles, hein, qui ne sont pas les plus connues de l'impressionniste, mais qui sont de facture très intéressantes. La plupart d'entre elles sont exposées au musée Marmottan à Paris. Je vous montre l'une d'entre elles, hein, les Maisons Rouges à Bjørnegard, qui est dans le sud de la Norvège. Alors peut-être que Munch avait connaissance, hein, de ces travaux. Et puis, deuxième peintre français qui a fait des séjours en Scandinavie, alors pas en Norvège, mais pratiquement chez le voisin, c'est Paul Gauguin, qui était marié à une Danoise. Hein. Mette, son épouse, était d'origine danoise. Et en 1884-85, Gauguin va séjourner plusieurs mois à Copenhague. Il ne connaîtra pas un grand succès, il n'y restera pas bien longtemps, mais il y a quelques tableaux, hein, de Gauguin qui ont été peints sur place, tels que celui que je vous présente ici, hein, le parc d'Østervold à Copenhague, qui se trouve à Glasgow, en Écosse. Et puis, hein, voilà, je vous l'ai dit, hein, Munch ira à Paris, il se formera auprès des grands artistes, il courra les expositions, les musées, et comme c'est un artiste qui se cherche, eh bien, il va essayer d'imiter les styles en vogue à l'époque à Paris, l'impressionnisme. Regardez, hein, ce tableau est très certainement inspiré des prises de vue de Caillebotte, avec cette prise depuis un balcon en contre-plongée, cette grande oblique. Regardez également la manière, hein, dont Munch applique ses couleurs sur la gauche. Donc très nettement une veine impressionniste ici chez Munch,
qu'il ne poursuivra pas par la suite, hein. Ce tableau date de 1891, c'est-à-dire c'est la fin, hein, de son séjour à Paris, en France, hein, jusqu'en 1892. Autre tableau célèbre, hein, peint par Munch lors de son séjour en France, un tableau plus mélancolique, plus triste également, s'appelle Nuit à Saint-Cloud, hein. On sent vraiment là une lourdeur, quasiment le deuil, un appartement plongé dans le noir et un personnage dont la silhouette sombre se découpe à travers la fenêtre, hein. Ce tableau a été peint par Munch quelques semaines après qu'il ait appris la mort de son père à Oslo. Et donc, il est dans un état, encore une fois, de deuil très profond, ce qui amène Munch à peindre ce tableau. Mais regardez, il est très moderne dans sa composition, avec cet élément de rideau, hein, que l'on voit au premier plan, là, sur la gauche, et ces grandes obliques que l'on voit qui partent vers la droite, une forme de composition qui n'est pas loin de nous rappeler le japonisme dont les impressionnistes s'étaient déjà par avant, hein, inspirés, et que l'on peut retrouver ici chez Munch. Nuit à Nice, hein, autre tableau de Munch qui se trouve réalisé pendant sa période française. Nuit à Nice, il est intéressant puisque c'est le premier tableau de Munch acheté par un musée en Norvège. Il se trouve, hein, dans la Galerie nationale à Oslo, ce qui montre que Munch, hein, assez rapidement, à côté des scandales qu'il peut provoquer, notamment, hein, avec le tableau de l'enfant malade ou certains portraits de sa sœur Inger, trouve néanmoins une certaine forme de reconnaissance dans son art pour des tableaux qui sont nettement moins, je dirais, touchés, profondément touchés et empreints, hein, d'angoisse existentielle et de troubles psychologiques. C'est le cas notamment de cette toile intitulée Une nuit à Nice. Sur la Côte d'Azur, il réalisera d'autres œuvres, hein, telles que à Monte-Carlo, à la table de la roulette. Il ira donc au casino. Ce qui est intéressant ici dans ce tableau, outre la composition assez moderne, hein, l'oblique, la manière dont celle-ci donne de la perspective, c'est le traitement que Munch donne aux personnages. Vous voyez, les figures sont à peine esquissées, comme si, eh bien, Munch, hein, voulait non pas s'intéresser à la psychologie et à l'identité des personnages qu'il représente, mais à ce qu'ils sont en tant qu'acteurs sociaux, c'est-à-dire, hein, des gens épris d'eux-mêmes qui jouent, hein, et qui forment masse autour, hein, d'une activité en quelque sorte, hein, plutôt de distraction. Et puis, à partir de 1893, Munch sera invité en Allemagne et il y séjournera, hein, jusqu'au tout début du XXe siècle, avec, hein, plusieurs retours en Norvège et des passages à Copenhague. Exactement, hein, la même configuration que lorsqu'il était en France. Et lors de son séjour en Allemagne, il va fréquenter également un grand nombre d'artistes, des Allemands, hein, notamment les expressionnistes, les pré-expressionnistes, qui chercheront à intégrer par la suite Munch à leur grand courant, Ernst Kirchner en particulier, Gustav Vigeland, August Strindberg, hein, tout ça, ce sont des gens que Munch va fréquenter à Berlin. Et puis c'est un moment où il va s'essayer au dandysme, tel que le montre ce tableau, hein, de 1895. On est en plein dans cette décennie. Vous voyez Munch avec ce nœud-cravate, ce costume, cette cigarette à la main. Hein, vraiment, on a l'impression d'avoir affaire à un dandy plutôt qu'à un artiste véritablement tourmenté. Il reste néanmoins que le caractère assez sombre de ce tableau, l'ombre, hein, de Munch derrière lui, introduit un élément de mystère et un élément d'angoisse qui est caractéristique du travail de l'artiste au cours de la décennie 1890. Et c'est au cours, hein, de cette campagne en Allemagne, de ce séjour en Allemagne, que Munch va commencer à travailler sur ce qu'il va appeler par la suite la frise de la vie. La frise de la vie,
En quelque sorte, c'est un regroupement de toiles peintes sur plusieurs années. Même, il va travailler sur la frise de la vie jusqu'en 1919, Munch. Donc des toiles qu'il va peindre à différents moments de sa vie, de sa propre vie, et qu'il va réunir pour former un tout cohérent. Hein. Et tel qu'il le dit lui-même, en les réunissant ensemble, les relations qu'il va pouvoir établir entre ces différents tableaux va rendre leur compréhension et leur appréhension plus facile auprès du public. Hein. Notamment, je vous lis la citation de ce deuxième paragraphe qui est très illustratrice sous cet aspect. La frise de la vie a été pensée comme une série cohérente de tableaux qui doivent donner un aperçu de la vie. Toute la fresque est traversée par la ligne diffuse du rivage, au-delà de laquelle déferle la mer toujours en mouvement. Donc la psychologie, l'âme, vous l'avez compris. Au-delà de laquelle donc déferle la mer toujours en mouvement. Les diverses formes de la vie se déploient sous le couvert des grands arbres, avec leurs soucis et leurs joies. J'ai ressenti cette fresque comme un poème de vie, d'amour et de mort. Et donc voilà, pour Munch, c'est très intéressant, c'est très important plutôt parce que cette frise de la vie, en quelque sorte, sera pour lui le réceptacle qu'il va remplir de ses œuvres et qui vont témoigner des différentes évolutions, des différentes stances qu'il va traverser au cours de sa vie. En tout cas, celles qu'il juge associées au développement, je dirais, entre guillemets, normal d'un être humain. Donc, je vais vous montrer à partir de maintenant quelques-unes de ces toiles que Munch a intégrées dans la frise de la vie. Juste au passage, vous noterez les derniers mots de cette deuxième citation, poème de vie, d'amour et de mort. C'est exactement le titre de l'exposition qui est actuellement en cours de présentation au musée d'Orsay à Paris, cette exposition temporaire consacrée à Munch. Donc, les toiles à proprement parler, donc Mélancolie, qui est un des tableaux les plus célèbres de Munch, vous avez au premier plan l'un de ses amis, un écrivain, sur le rivage, en proie à une profonde mélancolie. Il faut dire que au fond, là, à l'arrière-plan, vous avez l'amour de sa vie qui s'éloigne en robe blanche avec son mari légitime et qui vont le laisser seul sur le rivage. Donc, ce tableau, Munch en fera plusieurs versions et à chaque fois, on verra quelques évolutions. Notez bien la forme du rivage que vous apercevez sur la gauche, les couleurs un peu sombres, le mauve, le gris-bleu, et puis voilà, cette ligne oblique qui est assez caractéristique du travail de Munch. La femme, alors regardez, avant de parler des personnages, regardez, la ligne de rivage, on la retrouve encore une fois sur la gauche. Et puis là, vous avez donc au niveau des personnages, c'est un des tableaux les plus éloquents de Munch sur cet aspect, les âges de la vie, avec 3 personnages féminins représentés à des moments différents de l'existence humaine, la jeunesse, la virginité, avec ce personnage blond, tout de blanc vêtu, avec une longue robe, tourné vers le large, l'horizon, avec l'espoir en quelque sorte. L'âge mature, l'âge adulte, avec cette femme qui nous fait face à un regard, je dirais, très séducteur, en nudité. Donc, c'est vraiment la femme séductrice, la tentatrice par excellence. Et puis, à droite, une femme sombre, en tenue de deuil, la peau livide, qui renvoie à la vieillesse et la mort. Donc, les âges de la vie ici sont représentés. Et puis, sur la partie droite de ce tableau, vous avez un 4e personnage qui apparaît entre 2 troncs d'arbres, mais qui peuvent faire penser pratiquement à un cercueil, mais c'est les arbres qui découpent la composition. Vous avez l'homme, qui est séparé donc des femmes, comme s'ils vivaient dans des univers différents et entre lesquels la coexistence était très compliquée. Et vous verrez que c'était effectivement le cas pour Munch. Donc un tableau très éloquent que celui-ci, qui se trouve au musée des Beaux-Arts Caux2 à Bergen. On retrouve toujours la même chose, donc les différents âges de la vie, et de même couleur, le blanc, le rouge et le noir, dans cette danse de la vie, dans le musée d'Oslo. Et au centre, vous avez Munch, ici en train de danser avec sa compagne de l'époque, Tuula Larsen.
Sur l'arrière-plan, vous voyez hein, cette forme rose surmontée d'un petit point, assez caractéristique hein, du travail de Munch que l'on voit dans différents tableaux. C'est simplement un clair de lune, hein, la lune avec l'éclairage sur la mer. Et donc, vous voyez, hein, c'est dense et ces personnages sont mi-menaçants, hein, pas forcément très engageants. D'ailleurs, hein, la décennie 1894, les personnages peu engageants, menaçants, on les voit à plusieurs reprises, avec cette foule qui défile hein, sur cet oblique toujours. Vous reconnaissez le décor du tableau du cri, un tableau appelé Anxiété en 1894. Ou encore cette foule qui défile dans l'avenue Karl Johan, hein, les personnages vraiment réduits à leur plus simple expression, engoncés dans des lourdes tenues bourgeoises qui les emprisonnent avec les chapeaux et les cols fermés. Hein. Donc on est vraiment à une foule anonyme où la psychologie est peu à l'expression de soi. Et le seul échappatoire que nous donne à cela Munch, c'est le personnage seul qui tourne le dos à cette foule et qui défile au milieu de la rue. Hein. Donc c'est vraiment un tableau d'angoisse extrême ici et on joue, hein, Munch joue de l'opposition entre l'individu face au groupe, l'expression personnelle face au conformisme bourgeois. Hein. Et alors, en plus, le choix hein, de cette rue n'est pas dû au hasard. Je vous l'ai dit, hein, c'est l'avenue Karl Johan. C'est sur cette avenue que se trouvait hein, le Grand Hôtel où se réunit la bohème norvégienne. Mais c'est l'équivalent des Champs-Élysées parisiens où les Osloïtes, hein, les habitants d'Oslo, ont l'habitude de se promener sur les trottoirs hein, en soirée ou le week-end pour se montrer, pour être ensemble. Donc le choix là de Munch de ce lieu est assez signifiant. Et j'ouvre une petite parenthèse, hein, un contemporain de Munch, Theodor Kittelsen, qui était plus un illustrateur qu'un peintre lui-même, qui a fixé dans l'imaginaire et la conscience collective l'image du troll, qui est un autre grand symbole de la Norvège, en dehors du cri. Hein, Theodor Kittelsen nous a repris la même configuration, pratiquement la même composition de Munch, l'avenue Karl Johan, que vous voyez hein, sur la carte postale de droite. Et là, eh bien, la foule hein, est cette fois-ci écrasée par le troll. Hein. On voit que Munch, l'échappatoire, c'est l'individu qui se défile, qui quitte la foule. Hein. Chez Kittelsen, au contraire, on rentre dedans, tel un char d'assaut et on va l'écraser à travers la figure du troll. Mais donc c'est le groupe, la conscience et le conformisme bourgeois qui est vraiment mis comme l'obstacle à l'expression individuelle et à l'inspiration artistique. C'est quelque chose d'assez éloquent et que l'on retrouve chez la plupart des artistes norvégiens de cette époque. Je reviens à la frise de la vie, autre tableau très célèbre, Vampire ici, hein, où on imagine donc bien hein, la difficulté que Munch a à imaginer des rapports apaisés entre l'homme et la femme. Il reste qu'en l'occurrence, hein, c'est un véritable couple qui pose ici pour lui, hein, muse et poète qu'il a rencontré en Pologne au cours de cette décennie 1890. Autre tableau important de cette période de la frise de la vie, c'est Puberté, où on retrouve une jeune fille assise sur le bord de son lit, comme un tableau précoce que je vous ai montré en début de visioconférence. Sauf que là, hein, cette jeune fille à la puberté semble découvrir son anatomie, les transformations hein, qu'elle implique, et semble presque embarrassée de cette nudité. Regardez hein, sa posture très nerveuse, très ramassée sur elle-même, hein, et la manière dont elle se contorsionne et veut cacher son intimité avec ses bras tendus, ramassés devant elle. Donc on est vraiment dans une pose inconfortable, aussi bien physique que psychologique. Hein, donc il y a ici donc vraiment un mystère et une angoisse, une difficulté à être hein, que l'on devine dans ce tableau, hein, même s'il y a malgré tout hein, de la pudeur et de la pudeur forcée avec ses bras ramenés devant elle. Regardez également, autre élément hein, de mystère et certainement hein, d'angoisse et de peur, l'ombre noire qui semble se dégager de cette femme
de cette jeune fille, plutôt même, sur la partie droite de ce tableau. Une aura qui va s'élever au-dessus d'elle et apparaître comme une menace plutôt que comme un parapluie protecteur. Et puis, important également dans cette frise de la vie, c'est la Madone, dont il existe plusieurs versions. Là, je vous montre celle du Musée national à Oslo, où là, l'inspiration n'est pas forcément religieuse, malgré le nom donné à ce tableau, et c'est plutôt l'érotisme de la femme que l'on devine ici, mais un érotisme trouble que l'on devine quelque chose de propre chez Munch, avec, vous voyez, cet arrière-plan menaçant, avec ses ondulations, ses couleurs assez sombres, et cette femme lascive qui s'ouvre, qui ouvre ses bras et qui dégage sa poitrine sur le centre de cette composition. Dans la version de lithographie à droite, vous voyez que Munch va encore un peu plus loin dans la notion de trouble sexuel, puisque vous avez un fœtus presque cadavérique qui apparaît en bas et à gauche de la composition, et celle-ci est encadrée par une frise rougeâtre dans laquelle on devine un certain nombre de spermatozoïdes. L'allusion sexuelle ici est évidente, et en même temps, elle n'est absolument pas sereine. Qui montre bien dans quel état d'esprit Munch se situe par rapport aux relations sexuelles. Cendre, et on va aller un peu plus rapidement maintenant sur un certain nombre de ces tableaux, qui appartiennent tous au cycle de la vie, à la frise de la vie. Voilà, regardez encore une fois sur ce tableau Cendre, eh bien, c'est la difficulté de communication entre les êtres, entre les genres, entre la femme et l'homme renfermé sur lui-même, qui veut, dans une politique de l'autruche, oublier l'environnement dans lequel il se trouve, et au centre, cette femme, bras déployés, une pose assez classique chez Munch, se dévoile dans son intimité, et encore une fois, on retrouve cette couleur rouge associée à cette femme séductrice. La couleur rouge encore dans ce tableau nommé Jalousie, toujours la frise de la vie, qui se trouve à Bergen. Cette fois-ci, on a un arbre en plus, une espèce de pommier avec les fruits rouges à l'arrière qui amène une référence judéo-chrétienne avec le fruit défendu. Ou la séparation de 1896. On retrouve, vous voyez, cette jeune femme en blonde avec la robe blanche, mais cette fois-ci tournée vers la droite, et la couleur, la ligne du rivage qu'on a vu tout à l'heure sur des tableaux que je vous ai présentés en début de cette partie sur la frise de la vie. Alors, cette ligne de rivage va me permettre de vous parler maintenant de l'ancrage local de Munch. Je vous ai dit qu'il a voyagé à plusieurs reprises en France et en Allemagne. Il a séjourné dans ces deux pays. Mais Munch est resté tout au long de sa vie attaché à son pays, à Oslo et à la région d'Oslo en particulier. Et on le devine à la manière dont on aperçoit de manière très récurrente et répétée dans ses toiles eh bien, de la même ligne de rivage sur la gauche ici, une reprise de ce tableau que je vous ai montré il y a quelques minutes nommé Mélancolie, en 1891, cette ligne de rivage que l'on retrouve à peu près partout, en tout cas dans un grand nombre de tableaux de Munch. Encore une fois, ici, sur ce tableau, plage avec deux femmes assises, à Bergen. Eh bien, c'est un lieu qui existe réellement. Vous le voyez ici en photo, une photo prise en 2019. Et donc, Munch s'est inspiré d'un lieu réel qu'il a introduit en le simplifiant et en le déformant dans ses propres tableaux. C'est une plage qui se trouve à Asgardstrand. Asgardstrand, où est-ce que c'est ? Eh bien, c'est dans le sud de la Norvège. On est dans le fjord d'Oslo. Vous le voyez sur cette carte. C'est marqué ce petit village par le point rouge sur la carte.
On est sur la rive ouest du fjord d'Oslo, à peu près une centaine de kilomètres au sud de la capitale norvégienne. C'est un petit village de pêcheurs qui, à l'époque où Munch fréquentait ce lieu, était habité par quelques centaines de personnes, tout au plus. Mais c'était un lieu de villégiature où se rendaient et où se rencontraient un grand nombre d'artistes norvégiens. La proximité d'Oslo facilitait donc l'accès à ce lieu. Donc, parmi les peintres importants de Norvège qui ont peint et produit sur place, nommons Hans Heyerdahl. Et le tableau de gauche là nous montre une scène de Asgardstrand. Donc cette fois-ci dans une veine assez académique de la fin du 19e siècle, avec plutôt une peinture léchée de paysages. Hans Heyerdahl qui avait aussi une inspiration plutôt chrétienne et religieuse, avec ce beau portrait de la Madeleine pénitente qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Bergen. Alors, chez Munch, bien sûr, même s'il fréquente le même lieu que Heyerdahl, l'inspiration est totalement différente. Je vous ai dit en début d'exposé que Munch va se lever justement contre cet académisme qu'il juge trop conforme, trop réducteur, justement, et va nous donner d'Asgardstrand des formes beaucoup plus intéressantes. Alors, d'abord, pour commencer, voilà la maison que Munch va occuper. Il va en acheter, reviendra tous les étés, en acheter une, vous la voyez en photo, et il reviendra tous les étés, passer quelques semaines, quelques mois sur place pour réaliser un certain nombre de ces toiles célèbres. Le rivage, vous le retrouvez ici. Et là, ça me permet donc de vous introduire une caractéristique assez forte de la peinture de Munch, c'est que ce qu'il représente, Munch ne veut pas le représenter pour soi et en soi, mais ça lui permet, ces lieux qu'il peint, ces personnages qu'il présente, d'exprimer ses propres tourments, ses propres angoisses, ses propres expressions. Et c'est pour ça que Munch va être considéré par les historiens de l'art, mais par les artistes même, comme le précurseur de l'expressionnisme qui verra le jour en Allemagne au début du XXe siècle. Donc ce tableau d'Asgardstrand en est un bon exemple. On le retrouve ici, sous la forme du clair de lune. Et on voit comment petit à petit cette nature est déformée, malaxé par Munch. Il va en garder que la moelle, que les volumes, mais au niveau des couleurs, au niveau des contours, il va laisser passer et exprimer sa propre liberté d'artiste. Les cercles que vous voyez ici au centre de l'image, venant du haut, c'est le clair de lune dont je vous parlais tout à l'heure. Le fameux clair de lune, quelques Munch a pu l'apercevoir. Ici, c'est une photo du rivage d'Asgardstrand, une photo prise tout récemment. Et on voit donc comment le clair de lune apparaît à l'œil nu à travers une photographie. Et voici comment Munch peut en rendre compte à travers sa peinture. Toujours le clair de lune d'Asgardstrand, peinture de 1895 à Oslo, ou qui apparaît ici simplement en tant que motif dans un tableau plus ample, à une thématique plus large, avec ici donc des jeunes danseuses sur le rivage. Peinture de toute fin du 19e siècle, aux alentours de 1899. Asgardstrand, Munch ne va pas que peindre le rivage, il va également s'intéresser à la vie à l'intérieur du village, et notamment un des coins où il posera le plus souvent son chevalet pour prendre des vues, c'est à proximité d'un pont qui lui offre la possibilité de retrouver de larges obliques dont il est friand, vous l'avez vu déjà sur un grand nombre de tableaux, à commencer par le cri. Et sur ce pont, Munch va faire poser ou va croquer très fréquemment des jeunes filles, soit qui passent ou soit qui observent leur reflet dans l'eau passant sous ce pont. On le voit ici sur ce tableau de jeunes filles sur un pont. Il en existe une grande série. Munch a peint un grand nombre de tableaux dans la même veine. Ou ici, regardez, en 1904, un tableau un peu plus tardif, la femme sur le pont. Mais c'est le même endroit, et on retrouve ici, regardez, c'est intéressant, l'opposition entre le groupe et l'individu. L'individu qui nous regarde au premier plan, cette femme aux traits définis, on voit une psychologie, une identité sur cette femme,
elle n'a pas de chapeau, alors qu'à l'arrière-plan, les femmes forment groupe, elles ont un chapeau et leurs visages sont pratiquement vides. Donc opposition, vide, plein, groupe, personne. Et on voit donc à travers ces tableaux qui défilent maintenant devant vous comment Munch, tout au long de sa carrière, va ne faire que, je dirais, ressasser, retravailler les mêmes thématiques qui vont apparaître de loin en loin dans ces différents tableaux. Alors, c'est également un peintre, un artiste, Edvard Munch, qui réalise un grand nombre d'autoportraits. Et souvent, ces autoportraits sont aussi le reflet des tourments psychologiques qui le travaillent et qui le minent de l'intérieur. Alors déjà, regardez, au début du XXe siècle, Munch, là, à peu près une quarantaine d'années, le regard est vide, hein, les épaules sont tombantes, on sent que c'est un personnage qui déjà est marqué, hein, par l'existence. Bon, c'est un personnage qui sera malade, hein, il aura eu lui aussi à souffrir de la tuberculose étant jeune enfant dans la maison familiale, et puis devenu adulte, il sera régulièrement soumis aux méfaits de l'alcool, aux drogues également. Donc c'est quelqu'un dont la santé, hein, va prématurément s'abîmer. Et on le voit, hein, dans les autoportraits qu'il réalise. Hein. Alors celui-ci est sans doute le plus éloquent, qui exprime les tourments psychologiques de Munch. Il s'intitule Autoportrait en enfer. Il date de 1903. Hein, donc le personnage, hein, nu, hein, la tête déjà, le visage déjà transformé, presque cadavérique, le fond rouge, hein, les feux de l'enfer, et puis regardez cette ombre menaçante sur sa gauche, trahissent, hein, vraiment un sentiment d'effroi et d'angoisse très profond chez lui. Et ceci est accentué par le regard fixe, hein, que l'on a au centre de cette composition, regard, hein, perçant, fixe, qui semble celui d'une bête en panique. Eh bien, cet autoportrait, Munch l'a réalisé quelque temps après, eh bien, sa rupture très difficile avec sa compagne de la fin du 19e siècle, en la personne de Tulla Larsen, que vous voyez ici avec lui sur cette photo à gauche. Une rupture qui s'est vraiment très mal terminée. On raconte que la dispute ayant amené la rupture finale, eh bien, celle-ci s'est achevée par un coup de revolver et Munch se serait blessé avec ce revolver à la main et qu'il en aurait gardé donc des blessures jusqu'à la fin de sa vie. Et il y avait vraiment eu un amour très profond, intense et passionnel entre ces deux personnes, entre Edvard Munch et Tulla Larsen, mais sans doute que la question du mariage et la question, hein, de la progéniture attendue entre les deux a été, je dirais, le point de discorde essentiel entre deux. Munch ne voulait pas d'enfants. Hein, sans doute amené à imaginer, hein, ce que serait chez ses enfants une perte, un décès lié aux maladies telles que la tuberculose qu'il avait connue au sein de sa propre famille, l'avait amené à refuser cette idée même d'avoir des enfants. Et cela, il l'exprime très bien dans ce tableau nommé Héritage, peint en 1900, donc pendant sa liaison avec Tulla Larsen, où l'on voit donc une mère, hein, en larmes, éplorée, tenant un enfant mort, enfin, ayant posé son enfant mort sur ses genoux. Hein, c'est vraiment un tableau atroce qui témoigne, hein, et illustre, eh bien, la peine, hein, imaginée de la mort d'un enfant. Et ça, Munch ne veut absolument pas en entendre parler. Et cela va amener la rupture, hein, entre les deux, entre Tulla Larsen et lui. Elle va le tarauder, hein, je dirais, elle va le suivre et le hanter, cette relation, hein, pendant plusieurs années, même après la rupture. Munch, telle que on la voit notamment, hein, cette femme dans ce tableau de 1905, portrait caricatural de Tulla Larsen. Et regardez également le visage de Munch, hein, sur la gauche. On sent, hein, le caractère renfrogné, en colère, et en tout cas intensément épris de cette femme. L'autoportrait de 1905. Hein. Alors,
il ne faut pas se tromper, hein, cet autoportrait où on peut penser avoir un homme apaisé, hein, ayant mis un terme au but psychologique, eh bien, c'est tout le contraire ici, puisqu'on est en noir et blanc, c'est plutôt un faire-part de décès, un memento mori, souvenez-vous que vous allez mourir, et ceci est très bien marqué par, regardez, hein, les os, hein, le squelette de bras que vous avez en bas de ce tableau. Hein, comme un memento mori, hein, pour rappeler le caractère, je dirais, funeste de l'existence et de la fin immanquable qui nous attend tous. Donc un autoportrait qui nous renvoie à la mort, en quelque sorte. Donc c'est vraiment pas du tout paisible. Munch, vous voyez, hein, les problèmes d'alcool, on le voit ici sur cet autoportrait avec bouteille de vin. Hein, alors, des couleurs, certes, mais l'alcool est ici bien représenté. Encore une fois, opposition entre l'individu et le groupe à l'arrière-plan, donc une thématique habituelle chez lui, où on peut voir aussi, hein, les tourments dans la photo, hein, dans cet autoportrait de Munch seul dans son atelier en 1906, ou encore plus éloquent, autoportrait à la Mara dans la clinique du docteur Jacobson à Copenhague, où pendant de longs mois, à la fin des années 1900, entre 1908 et 1909, Munch se fait soigner de sa dépendance à l'alcool et d'une dépression profonde, dépression nerveuse profonde, dans une clinique privée à Copenhague. Et c'est à l'occasion, hein, qu'il se prend ainsi en photo. En 1916, enfin, à Bergen, autre autoportrait qui ne respire pas du tout la joie de vivre. C'est éloquent ici, regardez, entre l'arrière-fond ensoleillé de la ville et lui au premier plan, dont les couleurs sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus ternes, comme si la lumière, pour lui, eh bien, il n'y avait pas droit, comme s'il était hors, hein, d'atteinte de cette joie de vivre et de cette scène urbaine parfaitement ensoleillée. Le début du XXe siècle, c'est le moment où Munch va aussi, hein, s'exercer, à faire des photographies, à s'intéresser au cinéma. Dans les années 1890, en Allemagne, il va découvrir la gravure, la lithographie. À la fin du siècle et au début du XXe, c'est la photo et le cinéma qui le passionnent et il fera un grand nombre d'expériences à ce sujet, notamment des photographies avec son modèle de l'époque, Rosa Meissner. On voit ici donc des photos avec des prises et des temps de pause plus ou moins longs sur ces différentes photographies, ou hein, des tableaux où il joue, hein, sur la vitesse, sur la profondeur de champ, hein, en essayant de reproduire dans la peinture l'expérience et les sensations que les spectateurs pouvaient avoir en observant les premiers films des Frères Lumière. Rappelez-vous, hein, les Frères Lumière avaient, je dirais, stupéfié leur public à travers un premier film où on filmait une locomotive et les spectateurs étaient sortis effrayés de la salle puisqu'ils avaient cru, à cause de ce gros plan et de cette perspective, que la locomotive allait carrément leur foncer sur eux. Eh bien, cet élément, hein, de profondeur de champ et d'éléments exacerbés au premier plan, Munch le reproduit ici sur ce tableau, hein, avec un cheval au galop, peint vers 1912 et qui se trouve dans le musée d'Oslo. Il réalise cela à nouveau, regardez, avec ces tableaux, hein, encore une fois à Oslo, la même année, en 1913, avec des travailleurs de retour à la maison et qui sortent de l'usine. Hein, vous voyez, regardez comment le personnage, le travailleur au premier plan, hein, enfin au centre de la composition, on a l'impression qu'il est penché vers l'avant, qu'il va tomber, hein, carrément sur le trottoir, en tout cas sur la chaussée, mais c'est pour donner, hein, c'est une expérience de perspective que tente ici Munch, pour donner beaucoup de profondeur et donner l'impression que le personnage va sortir de la toile, donc travailler sur une dimension très intéressante. Donc tout ça nous amène à nous dire que Munch, hein, va rester créatif pendant très longtemps, même si je vous le rappelle, hein, là, c'est vraiment la décennie 1890 qui est chez lui la plus productrice et la plus créatrice également. En tout cas, grâce à ces toiles, grâce au scandale, grâce au succès également que ces expositions et la frise de la vie va avoir, il pourra obtenir un certain nombre de commandes et trouver un certain nombre de mécènes également
qui va lui permettre de rentrer de plus en plus dans les cercles qui comptent de l'art européen. En particulier auprès du docteur Max Linde, qui était un médecin allemand, dont Munch avait pu peindre les enfants. Vous les voyez ici, les enfants du docteur Linde, qui se trouvent dans un musée allemand à Lübeck, peint en 1903. Et Linde était vraiment un mécène de Munch et lui avait commandé toute une série de tableaux pour former une frise qui aurait dû décorer la chambre de ses propres enfants. Et Munch s'est plié à cette commande, l'a même accomplie, mais Linde a refusé les tableaux. Vous en avez ici un exemple, se rendant compte finalement que c'était peut-être pas une forme d'art à laquelle il souhaitait exposer ses jeunes enfants. Peut-être trop de problèmes psychologiques, trop d'émotions, d'expressivité à la portée de jeunes enfants, et ce qui fait qu'il va refuser les toiles que Munch a pu peindre pour lui. Ça s'appelle tout simplement la frise de Linde, et vous en avez un certain nombre de ces toiles qui se trouvent exposées à l'exposition actuellement au musée d'Orsay. Donc en voici une là pour vous. Il y a une petite faute d'orthographe, c'est Munch et pas Munch, tout simplement sur la légende de ce tableau. Autre mécène important de Munch, Jaap Nielsen, le Norvégien, que vous voyez ici, le tableau achevé qui se trouve au musée d'Oslo. On le voit, regardez, c'est une des rares photos où on le voit Munch en train de travailler avec le tableau que je vous montre, inachevé, là, sur la gauche, une photo en noir et blanc. À l'époque, Munch vit à Ekeli, c'est sa maison, sa résidence et atelier dans la banlieue de Oslo, qu'il va acquérir avec les fonds récoltés par la vente de ses tableaux, et il va vivre jusqu'à la fin de ses jours en 1944. À Ekeli, alors pas forcément sur le tableau que je vous présente, Munch aura l'habitude de laisser ses tableaux à l'extérieur. Il va même les laisser passer des nuits entières à l'extérieur. Le froid, la pluie vont modifier les toiles, modifier les œuvres en cours de création. Munch appelle cela le traitement de cheval, et pour lui, c'est en quelque sorte introduire un élément actif de la nature au sein de son propre travail. Je vous rappelle que dès le tableau du cri, la relation entre l'homme et la nature, l'interrelation, l'interaction entre la nature et l'homme était un élément fondamental chez Munch, et dans la manière qu'il va avoir de peindre avec ce traitement de cheval à partir des années 1900, on retrouve là quelque chose d'assez similaire. Autre commande, cette fois-ci importante, enfin, je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais qui est restée sur place cette fois-ci, ce sont toutes les toiles que Munch va peindre pour l'université d'Oslo, et en particulier Ola, la salle de cérémonie, la salle de présentation, de conférence de l'université d'Oslo. Il y a eu un appel d'offres que Munch a emporté, et il va travailler là-dessus sur ce grand projet à partir de 1909 jusqu'en 1916, et il va réaliser des toiles immenses qui sont toujours visibles sur place, et cette salle de cérémonielle, c'est le lieu, c'est la salle prestigieuse de l'université d'Oslo. C'est pas un amphithéâtre que fréquentent les étudiants, mais quand il y a des cérémonies, des remises de diplômes, des conférences avec des personnes prestigieuses, c'est sur place que ça se passe. Et le décor principal, c'est cette toile que vous avez actuellement devant vous sur cette diapositive, qui s'appelle le Soleil. Et on voit encore le rivage. Mais là, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus claires, presque sereines. On sent un sentiment de paix dans cette œuvre de Munch. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont le soleil est travaillé, les rayons du soleil sont travaillés, qui n'est pas sans rappeler les travaux du couple Delaunay en France. Autre toile de cette série, peinte pour l'université d'Oslo, c'est cette toile, tout simplement appelée l'Histoire,
où l'on a donc dans un paysage de montagne en Norvège, sous un arbre qui rappelle donc les siècles passés, la puissance séculaire, deux personnages, un vieil homme donc incarnant la sagesse et un jeune enfant qui symbolise l'avenir, qui échange, l'un transmettant son savoir à l'autre. Et donc, c'est une œuvre et une toile ainsi qu'une thématique qui trouve tout à fait sa place dans un milieu universitaire où les étudiants sont là pour recevoir l'enseignement de leurs professeurs. Vous voyez que Munch sait se plier aux commandes d'un certain nombre de mécènes. Pour le cas, celui de l'université d'Oslo, pour lui, c'était vraiment, je dirais, un peu une apothéose, en tout cas le sommet de la reconnaissance de son art au sein de la société et de l'élite norvégienne. Et c'est un personnage qui sera créatif jusqu'à son dernier souffle. Munch va décéder en 1944. Il va connaître l'invasion en juin 40 de son pays par les armées allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il décédera avant la fin de la guerre, même si 1944, c'est aussi la libération du pays et le départ des Allemands. Donc, Munch, en 1919, vous le voyez ici, malade, un homme presque effacé, en robe de chambre dans sa propre chambre. C'est une scène qui aurait pu se faire à l'hôpital. Munch est malade, il a attrapé la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale et il rend compte de cette expérience dans ce tableau qui se trouve au Musée national à Oslo. C'est aussi les années 30 où Munch, pendant lesquelles, 1930 exactement, Munch va contracter une maladie de l'œil. Il va avoir des taches se formant sur sa rétine et cela va avoir, je dirais, des répercussions sur sa vision. Il ne s'en remettra jamais véritablement. Et les dernières années de sa vie, eh bien, sa vision sera transformée et les tableaux qu'il peindra à partir de cette époque seront un peu différents. C'est un peu comme la maladie qu'avait connue Monet à la fin de sa vie. On est à peu près dans le même registre. Et là, cette étude est intéressante puisque c'est la rétine de l'artiste. Il s'imagine donc, il imagine sa propre rétine atteinte par cette maladie oculaire. Portrait de 1933 de Munch par le grand photographe Anders Wilz. On voit donc un homme usé, presque absent du monde qui l'entoure. C'est vrai que c'est un homme qui de plus en plus s'enferme à Écully, dans sa maison-résidence, et qui sort de moins en moins. Il se reclus de plus en plus, et en 1940, il va entamer ce tableau, qui sera très certainement l'un de ces derniers, qu'il n'achèvera qu'en 1943, autoportrait entre la pendule et le lit, la pendule qui est là pour égrener les heures et surtout pour nous montrer la dernière, celle de la mort attendue, le moment où finalement, eh bien, l'homme, l'humain, le personnage, le peintre, l'artiste, sera étendu sur son lit à droite sur cette composition. C'est en quelque sorte un tableau qui fait testament, l'autoportrait entre la pendule et le lit. Parce que en 1944, eh bien, c'est l'année où Munch décède. Il n'aura pas droit à des funérailles nationales, mais néanmoins, son décès va profondément marquer les actualités de Norvège et un certain nombre d'événements seront réalisés à cette époque. Cette photo assez triste, où on le voit ici sur son lit de mort dans sa propre maison. Alors aujourd'hui, pour parler de Munch, il y a la possibilité, en tout cas pour se recueillir sur Munch, il y a la possibilité d'aller sur sa tombe dans un musée, dans un cimetière à Oslo, ou la possibilité d'aller dans les nombreux musées qui possèdent ces toiles, mais surtout ce superbe musée qui a été inauguré en octobre 2021, qui est le nouveau musée Munch, cette tour-là, réalisée par un architecte espagnol, Herreros. Alors, le musée lui-même, l'architecture du musée a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de Norvégiens
n'acceptent toujours pas cette architecture très moderne, qu'ils jugent inadaptée par rapport à l'œuvre de Munch, mais le musée Munch précédent était excentré par rapport à Oslo, il était vieillot, des vols et des cambriolages avaient eu lieu à l'intérieur et donc c'était devenu une institution totalement obsolète et il fallait donc quelque chose de peu plus conséquent pour rendre hommage à cet immense artiste. C'est le cas pour ce musée Munch, qui est une véritable mine puisque à son décès, Munch va léguer à la ville d'Oslo plus de 1000 tableaux, plus de 3000 œuvres, soit des dessins, soit des gravures. Et donc, c'est cet héritage, ce véritable patrimoine, qui est conservé dans ce musée Munch à Oslo. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Oslo, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le détour que d'aller dans ce nouveau musée Munch d'Oslo. Écoutez, voilà, cette visioconférence s'achève ici. J'espère que vous avez plaisir à suivre cette présentation de Munch, un artiste que j'avais compris que j'adore, dont je suis passionné et qui mérite énormément d'être découvert, d'être connu au-delà du seul tableau du cri. Merci beaucoup de votre attention et écoutez, peut-être à une autre occasion. Merci. Alors, je vais céder sans doute quelques photographies, quelques diapositives encore d'intermède. Si vous voulez prolonger cette visioconférence en allant en Norvège, voilà les prochains voyages organisés par intermède en Norvège, notamment dans le fjord d'Oslo. Vous avez le voyage qui s'appelle Escapade à Oslo, avec croisière dans le fjord d'Oslo, les musées d'Oslo, en particulier le musée Munch dont je viens de vous parler, ainsi que le superbe opéra d'Oslo, dont le toit plonge directement dans le fjord, une œuvre d'architecture splendide que l'on doit à un cabinet d'architecture norvégien appelé Snohetta. Et puis vous avez une autre date pour ce voyage en août l'année prochaine. Le premier, c'est au mois de juin 2023. Quant à moi, si au-delà de cette visioconférence, vous voulez me retrouver en chair et en os, sachez que au mois de mars l'année prochaine, en 2023, j'animerai un voyage en Norvège. Alors, on ne passera pas par Oslo, malheureusement. C'est un voyage qui fait une croisière le long de la côte norvégienne sur la compagnie de l'Express côtier, Hurtigruten. Mais c'est un splendide voyage qui passe notamment par Bergen et le musée des Beaux-Arts de Bergen est le deuxième musée au monde de par sa collection de tableaux de Munch. Donc, on aura l'occasion de reparler de cet artiste sur place. Et puis, d'autres destinations me concernant, excusez-moi pour cette petite publicité personnelle, puisque les cordes qui se trouvent sur mon arc ne se limitent pas seulement à la Scandinavie et à la Norvège. J'animerai également un voyage en Ouzbékistan en avril l'année prochaine, l'occasion de parler de la route de la soie et des architectures d'Asie centrale, ou au mois de mai 2023, cette fois-ci le monde méditerranéen, avec un splendide voyage à Malte, à Gozo, cet archipel méditerranéen associé aux chevaliers de Malte. Enfin, si vous avez l'occasion de venir sur Paris, les prochaines promenades culturelles au Petit Palais avec les collections, avec mon amie Claire Gréby au mois de décembre, donc la semaine prochaine, ou au mois de janvier sur les superbes expositions qui viennent d'ouvrir sur l'Ouzbékistan, avec mon autre amie et collègue Martine Desfontaines en janvier l'année prochaine. Sinon, deux autres visioconférences, les prochaines, dès demain, avec la fin du cycle de Thierry Soulard sur Henri II à Henri IV, les guerres de religion, ou le 5 décembre, lundi prochain, avec Anne Jouveau, pour vous parler de la grande exposition de Vermeer à Amsterdam. Voilà, sur cette entrefaite et sur ces dernières paroles, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie énormément, à moins que vous ayez quelques questions, auquel cas j'ai encore un petit peu de temps pour y répondre, si certains d'entre vous auraient des questions à me poser concernant
Edvard Munch. Je regarde rapidement hein, si vous avez des questions sur le chat. Si vous avez des questions, hein, marquez-les sur le chat et je pourrai hein, vous en parler un petit peu. Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, ah, je vois que quelqu'un est en train de taper. Donc, je vais attendre sans doute l'apparition de ce message. Et puis ensuite, je vous souhaiterai une bonne fin d'après-midi. Vous pourrez retrouver hein, cette visioconférence en replay sur les applications que vous propose Intermed. Et donc, voilà, vous pourrez donc regarder plus tranquillement certains aspects de cette visioconférence. Ah oui, alors ce troisième personnage, je ne le connais pas. Je suis désolé, hein, vous posez une question et c'est la colle directe. Non, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait se plonger hein, dans le détail et description des toiles de Munch. Mais là, comme ça, brûle pour point, je l'ignore. Je suis désolé. Donc écoutez, voilà, Mélanie Diogo d'Intermed vient de me signaler que c'était le moment de rendre l'antenne. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis bien écoutez que vous soyez alerte aux prochaines actualités de Munch. Merci, au revoir.